Alors, merci beaucoup, professeur Vélo, d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer cet échange, je vais dire de notre collectif. Donc, le collectif s'appelle VRAI, Vaccination, Réinformation, Action Israël. Nous sommes des Franco-Israéliens habitant en Israël et le collectif s'est formé en réaction à ce que nous percevons comme une politique vaccinale très coercitive et qui pratique un déni du consentement éclairé. Comme vous savez, Israël a été un pilote dans cette vaccination contre la Covid. Aujourd'hui, 80% de la population adulte est vaccinée et cette vaccination s'est faite à marche forcée dans un contexte très coercitif. Israël a mis en place avant tout le monde le pass vert qui va bientôt avoir sa traduction en France, enfin qui a déjà même commencé à l'avoir. Et donc, nous avons réagi en tant que citoyens à cette politique vaccinale qui nous est apparue vraiment pas manipulatoire en réalité. Et nous avons créé le collectif pour apporter une information objective, honnête et permettre aux citoyens d'Israël et d'ailleurs, parce que nous nous adressons à tout le monde francophone, d'avoir une connaissance plus éclairée sur les risques du vaccin, ses bénéfices aussi, les traitements alternatifs qui pourraient exister aussi contre la Covid et la politique sanitaire en général. Alors, nous écrivons des articles et nous organisons des interviews et des échanges comme nous l'avons aujourd'hui. Vous êtes la troisième personne avec qui nous avons la chance d'avoir une interview sur ce sujet. Je vais maintenant laisser la parole à Déborah qui va vous présenter. Guillaume, à vous. Bonjour, alors moi je suis salarié du CRIGEN. Le docteur Vélo va vous expliquer ce que c'est que le CRIGEN. Et moi, mon rôle ce soir va être de communiquer en temps réel des liens qui vont vous permettre d'approfondir certains points abordés par le docteur Vélo. Donc, notamment, il va y avoir le lien vers l'expertise écrite, la vidéo de 45 minutes, le direct de 2h45. C'est à peu près sûr que dans le déroulé de l'exposé du docteur Vélo, il va presque me tendre une perche pour que je vous fasse passer toutes ces informations-là. Donc voilà, rôle modeste mais important pour l'information du plus grand nombre. À mon tour. Professeur Christian Vélo, bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre entre la France et Israël. Nous sommes très honorés de votre présence ce soir parce que nous savons que votre temps est précieux et je vais me permettre de vous présenter. Vous avez un doctorat en sciences médicales et biologie avec comme spécialité la génétique moléculaire. Vous êtes généticien moléculaire à l'Université Paris-Saclay, où vous professez également. Vous êtes président du conseil scientifique du CRIGEN. On rappelle pour nos auditeurs que le CRIGEN est le comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique. Vos interventions en vidéo sont vues par des millions de personnes. Vous déclarez n'avoir aucun conflit d'intérêt et vous n'êtes pas ce que l'on appelle un anti-vax. Cette petite mise au point nous paraissait nécessaire afin de démontrer que vous étiez largement plus qualifié que certains de vos confrères reçus sans arrêt sur les plateaux télé en France. Merci de nous faire l'honneur ce soir de répondre à nos questions au sujet de la vaccination des enfants. On vous remercie de votre engagement et de ce petit traitement de faveur concernant Israël, la Vaccination. Je redonne la parole à Steve pour la prochaine question. Alors, professeur, le contexte de notre rencontre est très particulier et très chargé. En Israël, nous avons commencé à vacciner les 12-15 ans il y a à peu près 2 semaines et en France, c'est aujourd'hui même, alors que nous parlons, que cette vaccination des enfants est entamée. Voilà, je voulais tout simplement avoir votre réaction en tant que scientifique, mais aussi en tant que citoyen à cette vaccination. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle réaction cela suscite en vous? Alors d'abord, bonsoir à vous et bonsoir à toutes et tous, les auditrices et les auditeurs. Merci donc de cette invitation. J'en suis moi aussi flatté parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'occasion dans le contexte actuel de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer des opinions qui sont, disons, quelque peu divergentes par rapport à
aux opinions dominantes qu'il y a sur les chaînes d'infos continues, sur les plateaux télé. Donc, évidemment, toutes les opinions devraient pouvoir s'exprimer et vous mettez un point d'honneur à faire en sorte que la vaccination soit consécutive à une information contradictoire et éclairée. Et donc, c'est important que voilà, tout le monde puisse s'exprimer. Et vous avez précisé que je n'étais pas un anti-vaccin parce que pourquoi on le précise? À la limite, dans une démocratie, on a aussi le droit d'être anti-vaccin et tout le monde devrait pouvoir s'exprimer. Sauf qu'il y a une censure absolument incroyable qui empêche les anti-vaccins de s'exprimer, mais qui empêche également toute personne critique sans être un anti-vaccin. Moi-même, comme vous l'avez très bien précisé, je n'ai aucune position de principe contre la vaccination. Voilà, j'ai absolument aucun problème avec ça. C'est simplement qu'on a le droit aussi d'être critique vis-à-vis de certains vaccins, vis-à-vis d'une stratégie vaccinale, sans pour autant être qualifié d'emblée d'anti-vaccin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, anti-vaccin est devenu synonyme de complotiste. Voilà, donc je ne suis ni l'un ni l'autre. Simplement, je suis un scientifique, je me pose des questions, je m'interroge moi-même sur la base d'éléments scientifiques qui sont parfois anciens, parfois plus récents. Et notamment, c'est parce que je fais de la génétique moléculaire, qui est une discipline qui nécessite un certain nombre d'outils pour mener à bien nos activités de recherche. Et parmi ces outils, eh bien, il y a tous ceux qu'on appelle la biotechnologie, c'est-à-dire de manière peut-être plus populaire, les technologies OGM. Donc, toutes ces technologies qui sont avant tout des outils au service du chercheur avant d'être déclinées dans différents domaines d'utilisation et d'application. Donc, bien sûr, le domaine agroalimentaire, mais également le domaine médical, et notamment eh bien, à travers la vaccination, et là on le voit bien à travers la vaccination destinée à lutter contre la Covid-19, c'est qu'on a des vaccins de nouvelle génération qu'on appelle des vaccins génétiques et qui reposent sur les biotechnologies. Donc voilà pourquoi je m'exprime sur ce sujet. C'est simplement que ma légitimité est là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, mais je ne suis pas épidémiologiste, mais je suis généticien moléculaire et il se trouve que les vaccins auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui pour la plupart sont des vaccins qui s'appuient sur des biotechnologies. Voilà. Donc je tenais à préciser cela et également préciser, et je réponds juste après à votre question, que le CRIGEN, donc je suis un universitaire, mais en parallèle, comme ça a été dit, je suis le président du conseil scientifique du CRIGEN, dont Guillaume, qui s'est présenté tout à l'heure, Guillaume de Cropp, exactement, Guillaume, c'est son petit nom entre nous, est notre salarié et notre permanent. Et en fait, c'est une structure associative à l'origine, c'est toujours une structure associative qui a la particularité de regrouper un certain nombre d'experts, et pas seulement français, internationaux, j'aime pas trop le mot expert, mais bon, c'est le terme consacré, pour s'intéresser aux problèmes des biotechnologies, à leurs produits. Et parmi les produits des biotechnologies, ben, nous avons les vaccins de type Pfizer, BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, Johnson & Johnson, qu'on appelle les vaccins génétiques. Et donc, on s'intéresse aux produits des biotechnologies et à tout ce qui leur est étroitement associé, mais pas seulement sous un angle purement scientifique, purement technique, mais également sous un angle juridique, un angle sociétal. Donc, nous avons des juristes, nous avons des sociologues, nous avons des biologistes, nous avons différents scientifiques, des écotoxicologues, des épidémiologistes, et nous abordons ces questions sous un angle transdisciplinaire. Et je le précise aussi parce que c'est important, la technologie souvent est considérée comme synonyme de progrès social. Or, la technologie, ça peut être du progrès technique, et le progrès technique n'est pas tout le temps synonyme de progrès social. Et donc, nous, justement, on aborde ces questions sous un angle transdisciplinaire et de façon totalement indépendante, comme c'est dit dans notre acronyme, Comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Voilà, je tenais à préciser tout ça et je réponds donc à votre question concernant la vaccination des enfants. Alors, ma réponse va concerner la vaccination en général, mais bien sûr, je vais parler plus particulièrement des enfants, c'est la question qui est posée. Et dans le contexte de la Covid-19, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on veuille vacciner les enfants. On peut considérer que la stratégie vaccinale qu'on utilise ou que les vaccins qu'on utilise, et je fais partie de ces gens qui pensent qu'on n'est pas prudent avec ces vaccins de nouvelle génération parce qu'on n'a aucun recul et qu'on a affaire à un virus qui nous réserve beaucoup de surprises
Et on ajoute à l'incertitude d'un virus l'incertitude de technologie. Donc ça, c'est pour la technologie vaccinale en tant que telle, enfin le choix technologique des vaccins, peut-être on pourra y revenir. Mais d'une manière générale, quel que soit le vaccin utilisé, il est, à mes yeux, et je ne suis pas seul à partager ce point de vue, stupide, j'emploie bien le mot stupide, de vouloir vacciner massivement en période de pandémie. Hors pandémie, pourquoi pas? Mais en période de pandémie, vacciner massivement, je dis bien vacciner massivement, pas vacciner tout court, peut évidemment considérer que le vaccin est une solution et que c'est un espoir pour sortir de l'impasse, pourquoi pas? Mais vouloir vacciner toute une population en période de pandémie est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en période de pandémie, le virus circule par définition. Comme le virus circule, il y a des variants qui émergent. Et en particulier, on y reviendra peut-être, on a affaire à un coronavirus. Et les coronavirus génèrent beaucoup de variants par un procédé qui s'appelle la recombinaison. On nous dit que la plupart des variants sont des mutants, ce qui est probablement pas vrai, parce que les coronavirus mutent très peu, contrairement à ce qu'on raconte. Pourquoi des virus mutent? Eh bien, parce que, surtout les virus à ARN, vous savez que le matériel génétique, nous, c'est de l'ADN. Les virus ont un matériel génétique qui peut être de l'ADN, comme nous, mais qui peut être de l'ARN. Et l'ARN, c'est l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines, parce qu'un certain nombre de séquences d'ADN, de gènes, détiennent le secret de fabrication des protéines. Mais on ne passe pas directement de l'ADN aux protéines, on a un intermédiaire qui s'appelle un ARN. L'ARN, en fait, c'est une molécule qui apporte le langage génétique dans une partie de nos cellules où a lieu ce qu'on appelle la traduction, c'est-à-dire le passage du langage génétique en langage protéique. Les gènes sont contenus dans l'ADN et les gènes, donc, sont constitués d'un certain nombre de petites molécules qui définissent ce qu'on appelle le langage génétique. Et ce langage génétique, c'est un langage en 4 lettres, en fait, et qui doit être traduit en un langage en 20 lettres pour fabriquer les protéines. Donc, quand on passe des gènes à la protéine, ça s'appelle la traduction. Sauf qu'il y a un intermédiaire entre l'ADN et la protéine qui s'appelle l'ARN. Et il se trouve que certains virus ont comme matériel génétique directement cet intermédiaire. C'est le cas des coronavirus. Et à ce moment-là, quand le virus se multiplie, quand il infecte nos cellules pour se multiplier, ces cellules cibles, eh bien, il a besoin de recopier son matériel génétique. Et en recopiant son matériel génétique, surtout lorsqu'il s'agit de l'ARN, eh bien, il a tendance à faire beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, ça fait ce qu'on appelle des mutations. Et donc, ça génère des nouvelles souches de virus qui ressemblent à la souche de départ, mais qui sont différentes, qu'on appelle des variants. Et dans ce cas-là, ce sont des mutants. Les coronavirus, eux, mutent très peu parce que l'enzyme virale qui a à charge de recopier le matériel génétique du virus est doté d'un système de détection des erreurs et de correction des erreurs. Donc, ça mute très peu. Alors, comment fait le virus pour échapper à notre système immunitaire? Puisque notre système immunitaire, eh bien, consiste à fabriquer des anticorps pour neutraliser le virus, mais comme le virus donc, est capable de changer de gueule, puisqu'on a des nouveaux variants, donc des souches un petit peu différentes, eh bien, les anticorps, parfois, ne reconnaissent plus la souche de départ. Et donc, ce variant échappe au système immunitaire. Alors, lorsque le virus mute peu, ce qui est le cas des coronavirus, comment fait-il pour échapper au système immunitaire? Eh bien, il génère des variants, mais par un autre procédé qui n'est pas des mutations, mais ce qu'on appelle la recombinaison. Ça consiste en quoi, la recombinaison? Ça consiste à des échanges de matériel génétique entre deux matériels génétiques de deux virus, et surtout quand il s'agit de virus qui se ressemblent. Donc, si par exemple, vous avez 2 souches de coronavirus dans vos cellules, eh bien, lorsque l'une de ces souches va recopier son matériel génétique, ça nécessite une enzyme virale qui fait ça, qui fait peu de mutations, on vient de le dire, parce qu'elle est dotée d'un système de correction. Par contre, elle va sauter d'un matériel génétique viral à l'autre et elle va échanger des morceaux. Donc, ça va faire des variants parce qu'on recombine. Et vous savez, les virus se recombinant, ça fait toujours peur parce qu'on ne sait jamais dans quel sens ça évolue. Ça peut être moins méchant que les virus de départ, ça peut être beaucoup plus méchant que le virus de départ.
Il y a un virus dont vous avez tous entendu parler qui nous a fait très peur, hein, il y a quelques années, c'est le H1N1. Le H1N1, c'est un double recombinant, puisque c'est un recombinant entre 3 souches de virus, une souche de grippe humaine, une souche de grippe aviaire et une souche de grippe porcine. Eh bien, les coronavirus, c'est les champions de la recombinaison. Les virus, de manière générale, adorent la recombinaison. La recombinaison n'est pas spécifique au virus, mais les virus adorent ça. Mais parmi les virus, les coronavirus sont les champions des champions. Quand il y a 2 génomes viraux de coronavirus ensemble, le taux de recombinaison est minimum de 10%. D'accord ? Alors, donc, on va générer des variants. Et on va les générer d'autant plus, et j'y reviendrai, que les vaccins qu'on utilise sont des vaccins génétiques. C'est-à-dire qui consistent à injecter dans nos cellules une partie du matériel génétique du virus qui détient le secret de fabrication d'une protéine virale qui s'appelle la protéine spike, pour faire produire par nos cellules la protéine spike, de façon à ce que cette protéine produite par nos cellules soit reconnue comme étrangère et que eh bien, notre organisme s'entraîne à fabriquer des anticorps contre cette protéine. Le problème, c'est qu'on met du matériel génétique viral volontairement dans nos cellules pour nous vacciner. Or, pour qu'il y ait recombinaison, il faut qu'il y ait 2 virus qui co-infectent en même temps les cellules. Mais si on met du matériel génétique viral volontairement, en guise de vaccination par exemple, il suffit que nos cellules soient co-infectées par un seul virus pour qu'il y ait échange entre le génome du virus infectant et le morceau de génome vaccinal qu'on a utilisé pour vacciner contre la souche de départ. Et donc, ça veut dire qu'on utilise des vaccins qui risquent d'augmenter considérablement l'apparition de variants et on fait une vaccination massive en période de pandémie. Je disais donc en période de pandémie, le virus circule. Le virus circule, ça veut dire que des variants peuvent émerger. Et avec le coronavirus, ces variants seront certainement des recombinants. Et ces recombinants ont encore plus de chances d'apparaître dès lors que l'on vaccine avec des vaccins génétiques, type Pfizer, BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, Johnson & Johnson. Ces vaccins qui consistent à injecter du matériel génétique viral dans nos cellules. Donc ces variants vont émerger, très bien. Mais s'ils sont moins virulents que la souche de départ, pas de problème. Mais s'ils sont plus virulents que la souche de départ, ça veut dire, par exemple, qu'ils ne vont pas être neutralisés par les anticorps que l'on a fabriqués lors de la vaccination. Donc, ils vont échapper à notre système immunitaire. Eh bien, si on vaccine quasiment toute la population, la souche d'origine ne pourra plus circuler. Elle sera neutralisée. Et donc, le variant aura la voie libre. Il n'aura plus de compétiteurs. C'est exactement ce qui se passe avec les antibiotiques et les bactéries. Dans les hôpitaux, on utilise beaucoup d'antibiotiques. Ces antibiotiques tuent toutes les bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques et les quelques bactéries qui ne meurent pas sont les résistantes. Mais normalement, ces résistantes cohabitent avec les sensibles et les sensibles les empêchent de proliférer parce qu'il y a une compétition, elles se partagent le gâteau, si je puis dire. Mais dès lors que vous tuez toutes les sensibles, les résistantes n'ont plus de compétiteurs et elles ont la voie libre. Et c'est ce qui se passe, et c'est comme ça qu'on a des bactéries qui prolifèrent dans les hôpitaux, des streptocoques, des staphylocoques dorés, responsables des fameuses maladies nosocomiales. Eh bien, on est avec le vaccin vis-à-vis du virus, exactement comme avec les antibiotiques vis-à-vis des bactéries. Et donc, en fait, on crée une pression de sélection en faveur des variants. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on considère que la stratégie vaccinale est la bonne, pourquoi pas? Mais alors, il ne faut pas vacciner tout le monde tant que la pandémie n'est pas terminée. Une fois que la pandémie est terminée, c'est une autre histoire. Que l'on vaccine tous les gens volontaires, très bien. Mais si ça marche, si le vaccin marche, bien sûr, et s'il est suffisamment sûr, ça, on en rediscutera. Mais en imaginant que le vaccin marche et qu'il soit sûr, très bien, mais ce n'est pas une raison pour vacciner tout le monde, surtout en période de pandémie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des fractions de population qui ne le soient pas. Et qui, en priorité, dans le cas du coronavirus, dans le cas de SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID-19? Ben, les enfants. Pourquoi les enfants? Ben, parce que les enfants sont essentiellement asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils font circuler le virus sans qu'ils soient malades. Donc, c'est inespéré. Ça veut dire que c'est justement cette fraction de la population qu'il ne faut pas vacciner pour permettre à la souche de départ de pouvoir exister, continuer d'exister et faire de l'ombre à d'éventuels variants qui pourraient avoir la voie libre et donc qui ne l'auront pas. Or, si on vaccine tout le monde, ils auront la voie libre. Donc, il faut vacciner si on considère que c'est la bonne stratégie.
mais certainement pas tout le monde en période de pandémie. Ça, c'est une erreur stratégique. Et vous savez, je ne suis pas le seul à le dire. Même le président du conseil scientifique, que je ne sais plus si on doit appeler conseil scientifique ou conseil de guerre en France, puisqu'ils se réunissent à huis clos, etc., il n'y a aucune transparence, hein, et le fait est qu'ils appellent ça des conseils de guerre. Eh bien, le président du conseil scientifique, le professeur Delfrécy, lui-même, dans une tribune qui a été relayée dans le grand journal médico-scientifique The Lancet, parle de cette remise en question de la stratégie vaccinale de masse en période de pandémie, en disant qu'on risque de retarder l'immunité collective parce qu'on risque de favoriser l'échappement immunitaire. Mais dans la même tribune, il parle aussi du problème du confinement répété. Eh bien, les journalistes se sont engouffrés sur le confinement répété, mais n'ont absolument pas relayé l'inquiétude du président du conseil scientifique vis-à-vis de la stratégie vaccinale. Voilà, donc on est dans une situation où on n'a aucune transparence, on ne peut pas discuter de ça librement, et remettre en cause la stratégie vaccinale de masse, dans le contexte actuel, c'est sans doute être, encore une fois, un complotiste ou un anti-vax. Évidemment, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il aurait fallu que la vaccination soit coordonnée au niveau mondial, et pays par pays, région par région. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour coordonner au niveau mondial, il faudrait une organisation mondiale de la santé, par exemple. Ah ben, il y en a une, ça s'appelle l'OMS. Ah ben oui, ah ben mince alors, il y en a une. Ben alors pourquoi ce n'est pas fait? Ben non, ce n'est pas fait. Alors, à quoi ça sert d'avoir une organisation mondiale de la santé si on n'est pas capable d'organiser au niveau mondial la lutte contre une pandémie mondiale? C'est-à-dire que l'OMS aurait dû définir région par région, pays par pays, le pourcentage de personnes à vacciner. Et bien sûr, ça doit varier en fonction des régions. Pourquoi? Ben, par exemple, dans certains pays, vous avez beaucoup de virus qui sont transportés par des insectes qui viennent vous piquer où? Sur la peau, donc dans le muscle, sur la peau et le muscle. Ils viennent vous piquer sur le bras, par exemple, là où on vaccine, par exemple. Ça veut dire que là, on a encore plus de risques dans ces populations-là d'avoir dans les mêmes cellules cohabitation entre le coronavirus, entre le matériel vaccinal du vaccin et un virus qui est un autre virus à ARN, avec lequel la recombinaison est également possible. Parce que les coronavirus adorent recombiner entre virus de la même famille, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des publications scientifiques qui ont montré il y a déjà de nombreuses années que des coronavirus de bovins et de chauves-souris avaient recombiné avec le virus de la grippe. Donc, qui est aussi un virus à ARN. Donc, toutes ces questions devraient être prises en considération. Au lieu de ça, on assiste à une compétition sportive. En ce moment, nous, on a l'Euro, le foot. Bien, on a l'impression, quand on passe du Covid à l'Euro, qu'en fait, on n'a pas changé de discours. C'est-à-dire que, voilà, ce soir, il y a la France qui joue contre l'Allemagne. Eh bien, toute la journée, la France a déjà joué contre l'Allemagne parce qu'on a fait la comparaison de combien les Allemands avaient vacciné par rapport aux Français. Mais si on considère que la stratégie vaccinale est la bonne, on devrait être heureux que nos voisins soient vaccinés. Même s'ils le sont avant nous, peu importe, on devrait être heureux qu'ils le soient. La question n'est pas de se faire la compétition. Et en plus, se faire cette compétition est stupide. Nous, on a les élections qui arrivent dans un an, élections présidentielles, donc il faut absolument avoir respecté ses engagements et que le nombre de vaccinés soit quasiment total au mois de juin. C'est totalement stupide. C'est totalement stupide. Et on va dans le mur. Et regardez, l'Angleterre qui a beaucoup vacciné, ils sont embêtés par le variant Delta, c'est un qui s'appelait ex-variant indien. En Inde, ils ont vacciné 17% de la population, 17% d'1 milliard, c'est 170 millions de personnes, c'est 3 fois la population française. Eh bien, ils ont eu une émergence également de variants qui ont… Donc voilà, de toute façon, je ne veux pas lire dans le mar de café et j'espère toujours me tromper quand j'annonce des mauvaises nouvelles. J'espère franchement avoir tort et je ne serai pas du tout déçu d'avoir tort. Je ne souhaite que ça. Mais je crains qu'il y ait d'autres vagues qui ne seront pas dues à la même souche, mais à des variants et qui vont pouvoir proliférer parce qu'ils auront la voie libre. Donc, vaccinons pas les enfants. Les enfants sont asymptomatiques. Donc, voilà, s'il y a des personnes qu'il ne faut pas vacciner, c'est surtout eux. Merci. Tu continues, Steve? Oui, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va enchaîner maintenant sur la sûreté du vaccin, puisque vous l'avez évoqué brièvement. En fait, en ce qui concerne la population générale et encore plus les enfants, on sait qu'on est en phase de tests cliniques sur ces vaccins. Alors, je voulais revenir avec vous sur cet aspect-là. Quels sont pour vous les risques sur la santé des adultes et aussi des enfants
Vous avez évoqué dans votre note du CRIGEN et dans vos précédentes vidéos des risques d'immunotoxicité et des risques de génotoxicité. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Et aussi un nouvel effet secondaire qui n'était pas a priori détecté par Pfizer est survenu chez les populations jeunes vaccinées, c'est la myocardite. Et en particulier, il a été repéré, identifié en Israël, dans les hôpitaux israéliens, avec un risque de 1 sur 3000 à peu près, ce qui est beaucoup. Et je voulais savoir si ça vous a personnellement surpris de voir ce type d'effet secondaire apparaître. Et d'après vous, à quoi c'est lié? Alors, il y a plusieurs choses donc, là, dans cette question. On peut peut-être commencer par la fin, c'est-à-dire sur les risques qui apparaissent là, les problèmes de myocardite, etc. Donc, déjà dire qu'on a affaire à un virus qui nous réserve beaucoup de surprises, c'est-à-dire qu'on a très peu de recul sur ce virus. Hein, et donc, en fait, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Il y a des formes, des personnes qui sont contaminées au sein d'un même foyer. Hein, on dit ce qu'on appelle un cluster, au sein d'un même foyer, des personnes qui sont contaminées, donc probablement par la même souche, puisque c'était au sein d'un même foyer, eh bien, ont des symptômes très différents. On s'aperçoit que ce virus, dont on disait que pour pénétrer dans nos cellules, il avait besoin d'une protéine particulière qui est présente à la surface de nos cellules, eh bien, est capable parfois d'infecter des cellules qui n'ont pas cette protéine-là. Donc, visiblement, il a des voies d'accès que l'on ne connaît pas bien et qu'il est capable, il a des itinéraires bis qu'on ne connaît pas. Et il y a une étude toute récente qui est parue dans la fameuse revue scientifique qui s'appelle Circulation Research, donc, qui est vraiment une publication sur une revue scientifique spécialisée sur tous les problèmes circulatoires, etc., et qui montre que la protéine spike elle-même a des effets pathogènes et peut provoquer des inflammations au niveau des cellules qui bordent les vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle les cellules endothéliales. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui explique notamment les myocardites ou pas, peut-être. Je ne suis pas médecin, je ne veux pas sortir de mon champ de compétences. En tout cas, ce que je veux simplement souligner, c'est qu'il y a énormément de choses scientifiques, nouvelles, qui sont publiées, qui apparaissent, et qui nous font dire, mais n'aurait-on pas dû attendre avant de faire ces vaccins? Ça veut dire qu'on a basé, par exemple, les vaccins sur la production par nos propres cellules de la protéine spike, la protéine de surface du virus qui permet l'ancrage du virus à la surface de nos cellules et donc son entrée dans nos cellules. Cette protéine spike, on s'aperçoit tout d'un coup qu'elle a des propriétés pathogènes en tant que telle. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous fait produire la protéine spike, on est en train de nous faire produire un agent pathogène en tant que tel, qui est la protéine elle-même. Donc, ça remet tout en question au niveau de la stratégie vaccinale. On a un vaccin qui va bientôt arriver sur le marché qui s'appelle Novavax, qui consiste à produire la protéine spike en laboratoire, à la purifier et à l'injecter directement au patient. Donc, c'est une stratégie vaccinale qui a déjà été utilisée, par exemple, contre l'hépatite B, ou qui est utilisée également, c'est de façon similaire, pour lutter contre le papillomavirus responsable des cancers du col de l'utérus. Sauf que là, on a affaire à une protéine virale qui nous réserve des surprises. Et donc, on est allé très, très vite. Alors, on peut comprendre, vu l'impact mondial, etc., qu'on veuille aller vite. On est tous pressés de sortir de cette crise. On est tous pressés de retourner au cinéma, de retourner au théâtre, d'avoir une vie normale, de retourner au restaurant, etc. Bien sûr, mais il ne faut pas le faire néanmoins à n'importe quel prix. Et au prétexte de cette urgence, on a raccourci la durée des phases 3. Les phases cliniques 3, qui sont les dernières phases avant l'autorisation de mise sur le marché. Et d'ailleurs, les autorisations de mise sur le marché des vaccins ne sont que des autorisations provisoires. Donc ça, c'est quand même, ça en dit long. Et en plus, aucune compagnie d'assurance ne couvre les industries pharmaceutiques vis-à-vis des risques du vaccin. Cette couverture est assurée par les États. Donc, ça veut dire qu'on a des vaccins dont tout le monde sait qu'on ne cerne pas, enfin une technologie qu'on ne cerne pas. Et on injecte donc massivement, à grande échelle, donc ces vaccins. Il y a eu les problèmes de thrombose avec le vaccin AstraZeneca, également avec Johnson & Johnson. Et ces problèmes de thrombose, il se trouve que ce sont des vaccins
AstraZeneca, Johnson & Johnson, qui n'ont pas la technologie ARN, hein, ils utilisent, en fait, ils font pénétrer dans nos cellules non pas de l'ARN, mais de l'ADN. Alors, c'est une copie ADN de l'ARN de SARS-CoV-2. Hein. On est capable de transformer un ARN en ADN en laboratoire, c'est très facile à faire. Donc, ils ont pris une copie ADN de cet ARN et ils l'ont inséré dans un autre virus, qui est un adénovirus de chimpanzé. Les adénovirus, ce sont des virus, vous savez, qui sont responsables des états grippaux l'hiver. Hein, on dit souvent qu'on a la grippe, mais en fait, ce n'est pas la grippe, heureusement, parce que la grippe, c'est beaucoup plus méchant. C'est le nez qui coule, petit mal de tête, c'est souvent dû à des adénovirus. Mais là, ils ont pris un adénovirus de chimpanzé, ils l'ont, ce qu'on appelle, désarmé, ils ne peuvent pas l'inactiver. Hein. S'il inactive, il ne pourra pas injecter le matériel génétique dans nos cellules. Or, on veut qu'il injecte. C'est ce qu'il fait très bien naturellement, et donc on veut exploiter cette propriété naturelle du virus pour qu'il injecte ce matériel génétique dans nos cellules. Sauf que il ne faut pas qu'il nous donne la maladie, ce virus, la maladie de l'adénovirus. Donc, on désarme l'adénovirus. Comment on le désarme? On enlève une partie de son matériel génétique, d'accord? Donc, on inactive le virus, enfin, on ne l'inactive pas, on le désarme, on le rend inopérant, hein, non virulent, on va dire, et on remplace cette partie du matériel génétique qu'on a enlevé de l'adénovirus par la partie de SARS-CoV-2 qui code la protéine Spike. Et c'est ce qu'on appelle un virus recombinant d'ailleurs, puisqu'on a recombiné une partie de son propre génome avec une partie du génome de SARS-CoV-2. Et donc, ça veut dire que là, on injecte un virus recombinant dont on va utiliser ses propriétés naturelles qui sont de nous injecter du matériel génétique dans nos cellules. Et ce virus recombinant, il n'est pas neutre vis-à-vis de nos systèmes immunitaires. Et il y a eu déjà des virus recombinants utilisés dans le cadre de la thérapie génique, dans le cadre de l'immunothérapie qui consiste à essayer de faire produire à des patients atteints de cancer des anticorps pour aller détruire leurs cellules cancéreuses. Eh bien, on a utilisé dans un certain nombre d'essais cliniques des vecteurs recombinants de ce type. Et souvent, il y a de l'immunotoxicité, c'est-à-dire une réaction immunitaire non désirée qui est causée par ce virus qui n'est pas neutre vis-à-vis de notre système immunitaire, ce virus recombinant qui est utilisé ici comme un outil, comme un vecteur, comme un véhicule pour apporter le matériel génétique qui nous intéresse du virus SARS-CoV-2 dans nos cellules. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de la thrombose, mais il y a des spécialistes de la thrombose qui ont publié justement une étude où eux considèrent que c'est consécutif, que c'est bien lié à la vaccination, ces cas de thrombose, et que c'est lié notamment à une réaction immunitaire exacerbée qui vient perturber nos plaquettes sanguines et qui provoque un caillot sanguin. Donc, et des réactions immunitaires exacerbées provoquées par les virus recombinants, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y a tout un tas, donc ça fait partie des risques d'immunotoxicité hein, auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure. Il y a les risques de génotoxicité, c'est quoi? Quand vous mettez du matériel génétique dans nos cellules, il y a une probabilité qu'il aille s'intégrer dans notre propre génome. Alors, quand c'est de l'ARN, c'est peu probable, parce que l'ARN n'est pas capable de s'intégrer dans l'ADN. Donc, avec le vaccin de Pfizer-BioNTech ou Moderna, on injecte de l'ARN. L'ARN ne sait pas s'intégrer dans l'ADN, donc il ne pourra pas s'intégrer dans notre génome en tant qu'ARN. Pour que ça arrive, il faudrait que cet ARN soit transformé en ADN. Et ça, c'est possible. Surtout qu'il y a une publication scientifique qui est sortie cette semaine, magnifique publication, qui vient de montrer qu'une enzyme à nous, qu'on ne soupçonnait pas être capable de faire ça, eh bien, est capable de transformer de l'ARN en ADN. Alors, on savait déjà que ça existait pour certaines fonctions bien précises dans nos cellules, hein, mais là, c'est une enzyme qui, normalement, intervient quand notre ADN est abîmé, elle intervient pour le réparer. Eh bien, pour réparer notre ADN, elle se sert d'un ARN et elle convertit cet ARN en ADN. Et ça vient d'être publié là. Donc, vous voyez, les gens qui affirment « non, ça, c'est pas possible hein, ». Vous savez, en science, c'est pas possible jusqu'à temps que ça le soit. Hein. Moi, quand mes étudiants me demandent « est-ce que ça existe, monsieur ?» je leur dis « je crois pas, parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas d'exemple. Ça ne veut pas dire que demain, on ne découvrira pas quelque chose qui viendra nous contredire. Donc, il faut toujours être humble et toujours être prudent. On n'est pas dans la cellule, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comme les gens qui disent « ah, l'ARN, ça ne pénètre pas dans le noyau ». Bien sûr que si, de l'ARN, ça peut pénétrer dans le noyau. Le noyau, c'est le compartiment de la cellule où est enfermé les chromosomes. Par contre, l'ARN, en tant que molécule d'ARN, ne peut pas s'intégrer.
Mais s'il est copié en ADN, oui, cet ADN peut s'intégrer. Et dans le cas des vaccins d'AstraZeneca ou des vaccins de Johnson & Johnson qui utilisent non pas de l'ARN mais de l'ADN, bien sûr que cet ADN peut s'intégrer. Alors évidemment, on limite les risques d'intégration. On fait tout, on fait, par exemple, dans la thérapie génique, on met de l'ADN dans les cellules d'un enfant qui a un gène abîmé et on lui apporte un gène normal. Mais là, on veut que le gène normal aille s'intégrer dans le génome parce que le but, c'est que ce gène normal s'intègre pour être stable et qu'il puisse réparer de façon pérenne le problème porté par cet enfant, le problème génétique porté par cet enfant. Donc, on va choisir des conditions et des vecteurs viraux qui favorisent l'intégration. Nous, dans le cas de la vaccination, si ça arrive, ce sera accidentel, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas désiré. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça arrivera avec des fréquences plus faibles, mais bien sûr que ça peut arriver. Mais on balaye d'un revers de main en disant non, ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et ça fait partie des risques de génotoxicité, parce que si vous avez du matériel génétique étranger qui vient s'intégrer dans vos chromosomes, et je le dis pour tous les journalistes qui pourraient écouter mais qui ne font pas leur travail, Christian Vélo n'a pas dit que l'ARN pouvait s'intégrer dans l'ADN, il dit exactement le contraire. Je le répète, messieurs les journalistes, madame les journalistes, il dit exactement le contraire. Par contre, si l'ARN pouvait être, et il peut l'être, converti en ADN, cette intégration devient possible. Voilà, peut-être c'est un peu compliqué pour certains journalistes, mais j'essaie, c'est pour ça que je répète beaucoup, pour faire en sorte qu'ils comprennent. Voilà, et donc, bien sûr, il y a des risques de génotoxicité, il y a des risques d'immunotoxicité, et puis il y a les risques de recombinaison virale, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, avec les vaccins génétiques, qu'ils soient à ADN ou qu'ils soient à ARN. Bien sûr, la recombinaison ne peut se faire pour des virus à ARN qu'entre molécules d'ARN, mais si vous prenez un ADN, l'ADN va être transcrit en ARN. C'est obligatoire. C'est l'ARN qui va faire la protéine. Donc, il faut d'abord que l'ADN soit transcrit en ARN. L'ARN, c'est l'intermédiaire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on a une phase de recombinaison qui est possible et donc, on peut générer des variants. Et en plus, ce qui est quand même absolument incroyable, je ne sais pas comment ça se passe en Israël. Vous avez, j'imagine, des vaccinodromes, parce que pour avoir vacciné à une échelle aussi grande et aussi vite, eh bien, dans les vaccinodromes, je ne comprends pas pourquoi, il n'y a pas deux postes, un poste détection, un poste vaccination. Pourquoi? Parce que vacciner, 80% des gens qui sont porteurs de SARS-CoV-2 sont asymptomatiques. Ça veut dire que beaucoup de gens ont le virus SARS-CoV-2 sans le savoir. Or, si vous vaccinez ces gens-là, ça veut dire que ils peuvent très bien être contaminés par un variant, par une autre souche. Eh bien, si vous apportez le matériel génétique vaccinal et que cette personne est déjà porteuse du virus, vous augmentez considérablement le risque de recombinaison parce que le groupe des vaccinés se chevauche avec le groupe des infectés. Et donc, pour éviter ça, il suffit de détecter. Alors, bien sûr, le test PCR, il faut attendre 2 jours ou 3 jours, c'est un peu compliqué, mais avec un test antigénique, par exemple, voire un test salivaire, on a le résultat dans 10 minutes. On fait un test détection, vous êtes positif, vous n'allez pas à la vaccination, vous êtes négatif, vous y allez. Et là, déjà, on limiterait les dégâts. Eh bien non, on ne fait pas ça. On vaccine systématiquement. Donc, vous me confirmez que vous non plus, vous n'avez pas de test de post-détection dans les vaccinodromes avant de passer donc, à l'étape vaccination. Et donc, ça, c'est assez incompréhensible également parce que ça permettrait de limiter notamment les risques de recombinaison, déjà ne serait-ce que ça. Donc voilà, globalement, pour dire les risques de la myocardite, etc., on voit apparaître tout un tas de problèmes pour lesquels on n'a pas de recul. Je disais, les tests de phase 3 ont été énormément raccourcis et on a compensé en augmentant les effectifs. Sauf que on ne compense pas une durée par des effectifs. Pourquoi? Parce que les effectifs, ça va vous permettre d'avoir des statistiques plus solides, et c'est très bien d'avoir des plus gros effectifs dans les cohortes d'individus qui font l'objet des tests cliniques de phase 3. C'est très bien. Sauf que ça ne remplacera jamais la durée. Pourquoi? Parce que si c'est un effet aigu, vous le voyez sur une durée courte. Mais si ce sont des effets chroniques, des effets qui se font sentir sur le temps, voire des effets différés, vous ne pouvez le voir qu'avec un test de clinique de longue durée. Or, les tests de clinique de phase 3, normalement, pour un vaccin, c'est 3 ans, 5 ans. Et là, on est sur des tests de clinique de 6 mois. Alors, parfois, ils durent un peu plus, ils durent 2 ans, mais on a autorisé au bout de 6 mois.
C'est-à-dire que le test de phase 3 n'est pas terminé, le vaccin est déjà autorisé. Donc, en fait, on passe à un test de clinique de phase 4 qui est la grandeur nature. Hein. Et voilà. Et donc, évidemment, et avec des enfants, en particulier, il faut être particulièrement prudent parce que, je dirais, je fais beaucoup d'interventions sur les perturbateurs endocriniens où les enfants sont beaucoup plus sensibles que les adultes. Mais avec un enfant, il y a, sur le plan physiologique et sur le plan de son avenir cellulaire, etc., métabolique, il y a encore tout à construire. Il y a encore un grand parcours à faire. Je veux dire, quand il vous reste 300 km à faire, vous avez plus de risques d'accident que quand il vous reste 5 km. Et quand vous êtes un enfant et que vous avez toute la vie devant vous, eh bien, il y a plus de risques d'avoir un accident que quand une personne a déjà l'essentiel du parcours de sa vie derrière elle. Et donc, avec les enfants, il faut être particulièrement prudent. Et donc, moi, je ne suis pas médecin pour dire quelle est la cause précise et comment ça s'explique exactement les effets de myocardite ou autres. Par contre, à partir du moment où il n'y a pas urgence à vacciner les enfants, et il n'y a absolument pas urgence à vacciner, je dirais même qu'il y a urgence à ne pas les vacciner, eh bien, à quoi bon prendre le moindre risque? Donc, dès lors qu'on a un doute, on interrompt toute vaccination chez les enfants, puisque ce n'est pas le personnel, la fraction de la population qui est à risque. Très bien. Je vais reprendre la parole concernant quelque chose qu'on a constaté en Israël. À la suite de la vaccination, donc de doses, évidemment, beaucoup de femmes ont eu des dérèglements hormonaux en Israël. Il y a des femmes qui n'ont plus de règles. Il y a des femmes qui étaient ménopausées qui ont eu leurs règles. Donc, nous, ça nous inquiète un petit peu au niveau du collectif parce qu'on se dit, imaginez si les adultes femmes ont déjà des dérèglements hormonaux, ça va être un danger encore supérieur pour les enfants. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Ça pourrait venir d'où, justement? Encore une fois, c'est une idée. Oui. Alors, c'est votre avis. De quoi ça pourrait venir? Ça, je ne sais pas exactement. En quoi la vaccination pourrait provoquer un choc quelconque qui se traduise par une perturbation hormonale. Mais vous savez, le système hormonal, c'est un système de communication de notre organisme. Cette communication se fait sous forme de molécules chimiques, les hormones, qui vont circuler, notamment avec notre système endocrinien. On a des glandes qui produisent des hormones qui passent dans le sang, qui agissent à distance. C'est un grand système de communication de notre organisme. Il y a un deuxième grand système qui est le système nerveux, où on communique avec des influx électriques, des influx nerveux, donc c'est une communication électrique. Et puis, il y a un troisième grand système de communication qui est, lui, à l'interface entre l'organisme et l'extérieur. Les deux premiers, c'est vraiment une communication interne à l'intérieur des différentes cellules, enfin entre les différentes cellules et les différents organes de notre organisme. Et puis, il y a un troisième grand système de communication, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, il est à l'interface entre la communication interne et la communication externe avec l'extérieur, puisque ce système immunitaire, c'est lui qui va, par exemple, reconnaître le soi du non-soi, donc reconnaître ce qui est corps étranger, ce qui ne l'est pas. Et il se trouve que beaucoup de perturbateurs endocriniens qui viennent perturber notre système endocrinien, donc notre système hormonal, eh bien, ont des effets sur le système immunitaire. C'est-à-dire que tous ces systèmes de communication, il y a énormément de publications dans la littérature scientifique qui montrent que les perturbateurs endocriniens impactent notre système immunitaire, qu'ils impactent le système nerveux. Et donc, les perturbateurs endocriniens sont des perturbateurs nerveux et, pour beaucoup, sont aussi des perturbateurs immunitaires. Donc, tous ces systèmes interagissent étroitement. Donc, évidemment, dès lors que l'on perturbe l'un, on perturbe l'autre, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si on perturbe le système endocrinien, on perturbe le système immunitaire, mais si on perturbe le système immunitaire, eh bien, il est assez logique que ça perturbe aussi le système endocrinien, par exemple. Je ne sais pas si c'est l'explication à ce phénomène, mais ce n'est pas si surprenant que ça, que lorsqu'on vient perturber, vous savez, on est en homéostasie, notre organisme. Quand on vient perturber un élément, on en perturbe d'autres. C'est inévitable. Eh bien, là, il y a peut-être un lien de ce type. Et alors, si on fait le parallèle enfant-adulte, si vous prenez par exemple le système endocrinien, les perturbateurs endocriniens, la période de grande vulnérabilité en termes d'exposition, ce n'est pas l'âge adulte. Même s'il y a des périodes entre la ménopause, entre la puberté et la ménopause, par exemple, pour les femmes, pour la période de la spermatogénèse, c'est à partir de la puberté pour les hommes, où il y a effectivement des vulnérabilités en termes d'exposition, pour ce qui est des ovaires et des ovocytes pour les femmes et de la spermatogénèse pour les hommes. Mais la
période de vulnérabilité en termes d'exposition, c'est la période embryonnaire fétale et la période de la jeune enfance. Donc forcément, quand vous perturbez chez un enfant jeune, les conséquences sont souvent beaucoup plus grandes que chez une personne adulte, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et les effets sont souvent des effets différés, voire des effets transgénérationnels. Alors, je ne vais pas là faire le parallèle avec le vaccin en disant qu'il y aura des effets transgénérationnels. Je me garderai bien de dire ça, je ne le sais absolument pas. Ce que je veux dire simplement, c'est que s'il y a vraiment un lien entre la vaccination et les effets de perturbation que vous relatez hormonales chez certaines femmes, on peut craindre que ce soit bien pire si on vaccine des petites filles qui sont tout juste pubertaires, qui ont 12 ans ou 13 ans ou 14 ans. Voilà, et c'est ce qui se profile, puisqu'on veut, en France, par exemple, vacciner à partir de 12 ans. Je ne sais pas, en Israël, à partir de quel âge se fait la vaccination des enfants? C'est 12 ans aussi. Voilà. Donc, ça fait partie des choses. S'il y avait une urgence, c'est-à-dire que si l'enfant qui était touché par SARS-CoV-2, eh bien, voilà, avec des risques de mourir ou des risques de très graves conséquences, etc., évidemment, c'est une question de rapport bénéfice-risque. On dirait, bon, il y a peut-être un problème avec le vaccin, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Mais ici, encore une fois, les enfants, ça va très bien, SARS-CoV-2. D'autant plus que les enfants, ils sont confrontés beaucoup plus que nous à des coronavirus, dans les crèches, etc. C'était d'ailleurs une des thèses du professeur Raoult pour expliquer que les enfants réagissaient beaucoup mieux que les adultes contre SARS-CoV-2. C'est qu'ils étaient peut-être immunisés grâce à une immunité croisée, parce qu'ils avaient fabriqué des anticorps quand ils étaient à la crèche, quand ils étaient à la maternelle, contre divers coronavirus auxquels ils avaient été confrontés, et que du coup, ils étaient mieux protégés. Donc, vraiment, s'il y a une population, une fraction de la population qui ne doit pas être vaccinée, c'est elle, enfin, qui ne craint rien, donc vis-à-vis du SARS-CoV-2. Donc, pourquoi leur faire courir le moindre risque? Prenons le temps d'avoir le recul nécessaire, et si on vaccine pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura une sorte d'essai clinique de phase 3 de durée normale, grandeur nature, et on saura si on peut se permettre d'étendre à d'autres populations moins fragiles vis-à-vis du SARS-CoV-2, et notamment les populations d'enfants. Donc voilà, tout simplement, il n'y a aucune raison aujourd'hui de prendre le moindre risque face à toutes ces incertitudes auxquelles nous sommes confrontés à travers la littérature scientifique qui apporte un certain nombre de réponses, mais qui en fait, à chaque réponse, soulève encore un plus grand nombre de questions. Est-ce que vous pensez que le vaccin peut apporter un risque sur la fertilité? Je me garde, là aussi, je n'ai aucun élément pour le dire et je ne vois pas bien comment ça. Mais bon, sauf s'il y a un effet via le système hormonal, que réaction exacerbée du système immunitaire qui impacte par réaction croisée le système endocrinien, etc. On peut tout imaginer. Le vivant est tellement complexe qu'on peut tout imaginer. Mais je n'ai aucun élément concret ici pour le dire ou l'affirmer. Voilà, soyons clairs. Maintenant, j'ai déjà entendu ces thèses-là. Moi, personnellement, je n'ai pas vu d'éléments probants dans la littérature scientifique, mais peut-être je suis passé à côté parce que je n'ai pas la prétention de faire de faire une bibliographie absolument exhaustive sur le sujet, mais j'ai vu aucun élément dans la littérature scientifique qui me convainquant de ça. Voilà, aujourd'hui. Vous avez une idée concernant les effets secondaires? Combien de temps peuvent-ils mettre à s'exprimer? On a vu des réactions ici en Israël après 15 jours, on a vu après 3-4 mois. Ça peut aller jusqu'à quand, la manifestation des effets secondaires? Ça peut aller très loin, c'est pour ça que les tests de clinique de phase 3 sont censés durer longtemps. C'est-à-dire que les effets aigus, les effets aigus, vous les voyez tout de suite. Donc, prenez un poison classique. Bon, je ne vais pas faire le parallèle entre vaccin et poison. Je fasse attention parce qu'il y a peut-être des journalistes qui écoutent. Et puis, s'ils écoutent que cette seconde-là, ça y est, j'y ai droit. Donc, mais si vous voulez, vous avez des substances ou même des médicaments qui vont avoir des effets aigus. Vous allez avoir l'effet qui va se manifester tout de suite, immédiatement. D'accord ? Et puis, vous avez d'autres médicaments, je connais bien par exemple l'exemple des médicaments ou polluants comme les perturbateurs endocriniens. Vous êtes exposé aujourd'hui, les effets se manifestent plus tard dans la vie et voire sur les générations qui suivent. Donc là encore, je ne vais pas dire qu'il y aura des effets transgénérationnels sur les vaccins, je n'en sais rien, mais en tout cas,
on fait toujours pour un médicament, normalement, des tests chroniques, c'est-à-dire quand on le fait sur des animaux, c'est en général des rats, et on le fait sur la durée de vie totale du rat, c'est-à-dire sur 2 ans. Et quand on fait des essais cliniques pour des médicaments ou des vaccins, ça dure plusieurs années. Et c'est justement pour avoir des retours, d'abord aussi sur l'efficacité du vaccin. Combien de temps va-t-il être efficace? Parce que là, on nous parle de 2 doses, mais si ça se trouve, on va apprendre qu'au bout de 3 mois, il faut recommencer, et que ça va être 4 doses par an, hein, et pas seulement 1 an. Donc, ça, on ne le sait pas, puisqu'on n'a pas le recul. Et pour les effets secondaires, ben, certains effets secondaires peuvent se manifester très vite. C'est, par exemple, voilà, la fièvre, vous êtes un peu fébrile, les 24-48 heures qui suivent l'injection. Mais il y a des effets peut-être beaucoup plus graves sur le long terme qui ne se manifesteront pas tout de suite. C'est pour ça que les tests cliniques doivent durer longtemps et que le fait d'augmenter les effectifs n'est pas un argument pour diminuer la durée des tests. Il y a et notamment, on voit les effets, vous savez, le Covid long. Bon, là, ce n'est pas le vaccin, c'est le virus lui-même. Bon, là encore, on a affaire à un virus qu'on ne maîtrise pas du tout. Et il y a des gens qui vont perdre le goût et l'odorat, ils vont le retrouver au bout d'1 semaine. Puis il y a des gens, là, ça fait plus d'1 an, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Donc, pourquoi, etc. Et donc, voilà, avec la protéine spike, imaginez que la protéine spike, puisqu'il y a cette publication dont je parlais tout à l'heure, qui montre qu'elle a en tant que telle des effets pathogènes, combien de temps ça peut se faire sentir? Et comment ça va se manifester? Et donc, ça, encore une fois, il n'y a que des effets de long terme qui peuvent le savoir, qui peuvent nous permettre de le savoir et qui peuvent permettre de répondre à cette question. Vous avez, par exemple, des vaccins qui consistent, et ça va arriver avec Novavax, à injecter directement la protéine. Au lieu de nous injecter de matériel génétique dans nos cellules pour nous faire fabriquer nous-mêmes la protéine spike, on va la faire produire en laboratoire par des micro-organismes ou des cellules qu'on va cultiver à grande échelle, dans lesquelles on aura mis le gène du virus qui détient le secret de fabrication de la protéine. Ces cellules que l'on cultive en laboratoire à grande échelle vont prendre ce gène à leur propre compte, le décoder, fabriquer elles-mêmes la protéine. Donc ensuite, on récupère ces cellules, il y a dizaines de kilos et des dizaines de kilos de cellules, et on les éclate et on purifie la protéine. Et on injecte la protéine. Ça va être le vaccin Novavax, par exemple. Eh bien, on en est où du vaccin Novavax? Je ne sais pas, j'avais cru comprendre que c'était pour bientôt, et puis là, je ne sais pas, il n'est toujours pas autorisé, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, quand on fait produire une protéine comme ça, par des cellules qui ne sont pas celles qui la fabriquent dans la vraie vie, puisque cette protéine est fabriquée par des cellules que l'on cultive à grande échelle en laboratoire, qui peuvent être des cellules, des micro-organismes, des cellules animales qu'on cultive dans des fermenteurs, des cellules de plantes, etc. Bon, eh bien, cette protéine, qui n'est pas fabriquée dans son contexte naturel, peut avoir, à cause de ça, des petits défauts de repliement, et ces défauts de repliement, etc., peuvent engendrer d'éventuels problèmes. Mais ces éventuels problèmes, on ne les verra pas sur des tests de 3 mois ou sur des tests de 6 mois. On les verra si on prend le temps et si on a le recul suffisant. Donc, il faut absolument qu'on ait ce recul et on ne l'a pas. Donc, aujourd'hui, on va l'avoir, je ne sais pas comment on va l'avoir, je ne sais pas quel est le suivi des gens qui sont vaccinés. Parce que le problème, c'est que chaque personne, ce n'est pas des rats en cage, les individus. Donc, on n'a pas des paramètres bien cadrés. Et donc, on pourra toujours dire « Ah, mais ce n'est pas lié à ça, la personne, elle fumait, c'était un grand buveur, c'était ceci, c'était cela. » Et donc, c'est très difficile ensuite de faire la corrélation de cause à effet. Et c'est pour ça que quand on fait des tests cliniques, il faut des grandes cohortes, mais il faut des durées longues et avec un encadrement, ces gens-là sont suivis pendant toute cette durée. Et que l'on puisse, du fait de l'effectif effectivement important, eh bien, surmonter les biais liés au fait que chaque individu n'a pas exactement la même vie, ne vit pas exactement la même chose, n'a pas le même régime alimentaire, etc. Mais ça, c'est des questions auxquelles on doit être censé répondre avec des tests de clinique dignes de ce nom. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je ne vous entends plus, docteur. Vous ne m'entendez plus? Si, on vous entend parfaitement. D'accord. Pas de problème. Alors, je vais peut-être poser la dernière question de cet entretien. Donc, on a quand même attaqué aujourd'hui la vaccination massive et la vaccination des populations qui ne sont pas à risque, en particulier les enfants. Comme alternative, on nous présente souvent cette vaccination de masse comme la seule solution pour s'en sortir.
Alors maintenant, je voudrais que vous nous peut-être présentiez vos propres pistes de sortie. Si on n'adopte pas la vaccination de masse, comment on s'en sort? Alors, la vaccination, on a mis tous les œufs dans le même panier avec la vaccination. Et ça, c'est une erreur stratégique également. Regardez pour le sida. Si on avait tout misé sur la vaccination, aujourd'hui, les gens mourraient encore très vite du sida. Aujourd'hui, les gens vivent quasiment correctement avec le sida pendant de nombreuses années grâce à la trithérapie. Donc, si on avait mis tous les œufs dans le même panier, on n'aurait pas trouvé cette solution. Et aujourd'hui, il y a que l'on exploite la piste du vaccin, très bien, mais on devrait exploiter bien d'autres pistes. Et il y a certaines molécules, certains traitements qui ont été évincés d'un revers de main, alors que c'est plutôt prometteur, c'était plutôt prometteur et qu'on ne sait toujours pas, enfin en tout cas, on ne nous a pas donné le moyen de savoir si c'était vraiment une solution. Mais je pense à l'hydroxychloroquine dont Raoult s'est fait le promoteur, l'hydroxychloroquine couplée avec l'azithromycine, vous avez l'ivermectine, qui sont des molécules qui sont connues depuis longtemps pour bloquer un certain nombre d'agents pathogènes, notamment de virus, pour empêcher leur entrée dans la cellule. Donc évidemment, si vous le donnez une fois que la personne elle est à l'hôpital en réanimation, ça ne sert plus à rien. Mais en préventif, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une piste à exploiter? L'ivermectine semble très efficace pour limiter, pour se protéger contre le virus, avant même que le virus ne vous infecte. L'hydroxychloroquine, je pense à cela parce qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, mais là encore, on a tout balayé d'un revers de main. Et je ne sais pas si vous avez suivi de près l'histoire de l'hydroxychloroquine, mais en tout cas, en France, à un moment donné, on nous a dit non, on va nous faire un médicament qui s'appelle le Remdesivir, etc., qui est beaucoup plus efficace. L'hydroxychloroquine ne vaut rien et même dangereuse, alors que ça fait des années, des décennies que les gens en utilisent sans qu'il y ait de problème particulier. Donc, tout d'un coup, il a fallu balayer d'un revers de main ceci pour nous proposer un autre médicament qui s'est avéré être dangereux et qui a été aussitôt éliminé. Donc voilà, et là encore, les personnes qui venaient faire la promotion de ce médicament avaient directement un conflit d'intérêt, on l'a vu sur les chaînes de télé continues en France, avec l'entreprise qui produisait le médicament en question. Ça ne dérangeait personne, aucun journaliste ne prenait le soin de demander à la personne, à son invité, s'il présentait des conflits d'intérêt. Voilà, et donc on a abandonner tout un pan de recherche, je pense. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des laboratoires qui travaillent sur d'autres stratégies que la stratégie vaccinale, mais qui ne bénéficient pas des moyens dont ont bénéficié les industries pharmaceutiques qui ont produit les vaccins. Les industries pharmaceutiques qui produisent les vaccins ont eu énormément d'argent de la part des États, énormément de soutien financier, et puis il y a des laboratoires qui, eux, galèrent pour essayer de trouver, de développer des stratégies alternatives, mais qui n'ont pas les mêmes forces de frappe parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc voilà, et il y a certainement d'autres pistes. Et c'est probablement une énorme erreur que de mettre tous les œufs dans le même panier, parce que imaginez qu'il y ait véritablement un variant qui émerge et qui échappe au système, au vaccin tel qu'il est produit aujourd'hui, eh bien, on n'aura absolument rien et absolument aucune solution pour se retrancher. Et donc, ça, c'est également une erreur stratégique d'avoir tout misé sur la vaccination. Voilà, alors je vais conclure cet entretien. Merci beaucoup, professeur Vélo. Si vous me permettez, juste, oui. je voudrais faire le lien avec, je vais conclure là-dessus et je vous redonne la parole, mais j'ai fait le lien tout à l'heure, parallèle avec les perturbateurs endocriniens, etc. Alors évidemment, soyons clairs, hein, je ne sais pas quels sont les liens exacts et quelles sont les relations qu'il y a précisément entre le vaccin et d'autres processus biologiques de notre organisme qui pourraient expliquer un certain nombre d'effets secondaires. Hein. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a une pandémie qui en cache une autre avec le Covid. C'est-à-dire que vous voyez que les personnes qui meurent de la Covid, en fait, ne meurent pas de la Covid, elles meurent avec la Covid. C'est-à-dire que le virus SARS-CoV-2 n'est pas un virus tueur, et fort heureusement. Pourquoi fort heureusement? Parce qu'il y a énormément de gens qui en sont porteurs sans le savoir, et s'il était tueur, ben ces gens-là le sauraient qu'ils sont porteurs parce qu'ils mourraient très vite. Et le nombre de morts serait bien plus important que ce qu'il est, même si un mort est toujours un mort de trop, on est bien d'accord. Et donc, en fait, les gens qui meurent ne meurent pas du Covid.
ils meurent avec la Covid, c'est-à-dire que le virus SARS-CoV-2 porte les stockades finales chez des gens qui sont déjà fragiles. On parle de comorbidité. Mais c'est quoi ces gens fragiles? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont obèses, ils sont diabétiques, ils ont des maladies cardiaques, ils ont des cancers, etc. C'est ce qu'on appelle les maladies chroniques. Et ces maladies chroniques, on sait aujourd'hui qu'elles n'ont pas une cause génétique, qu'elles n'ont pas, pour la plupart d'entre elles, qu'elles n'ont pas une cause infectieuse, et que ce sont des causes environnementales, et notamment à cause des perturbateurs endocriniens. Et donc, vouloir résoudre le problème de la Covid sans prendre en compte ce problème de santé globale, eh bien, c'est du vernis sur des ongles sales. Parce que ce qui va se passer, c'est que demain, on aura un autre virus, on aura un autre agent pathogène et qui viendra apporter la petite goutte qui fait déborder le vase et qui portera les stockades finales chez les gens qui sont déjà fragiles. Donc, ce problème de santé, il n'est pas nouveau. L'Organisation mondiale de la santé a alerté en 2008 sur les maladies chroniques qui explosaient dans le monde et qui ont continué d'exploser. Mais dès 2008, elle recensait 63% des morts dans le monde étaient dues à des maladies chroniques, ce qui représentait en 2008 36 millions de morts, dont 29% avaient moins de 60 ans. C'était en 2008. Et donc, imaginez si tous les soirs, quelqu'un venait nous faire le décompte du nombre de morts du Covid, comme on y a eu droit, je ne sais pas pour vous en Israël, mais nous, on y a eu droit en France avec le professeur Salomon. Tous les soirs, on avait le décompte. Mais s'il avait dû nous faire le décompte du nombre de morts de maladies chroniques, les chiffres seraient sans commune mesure avec le nombre de morts dits du Covid. Et donc, ce problème de santé qui est exacerbé avec la Covid-19 doit être considéré de manière globale et de manière mondiale. Et que vouloir traiter le problème en mettant les choses dans des petites boîtes, eh bien, on ne va absolument rien résoudre et ce ne sera que décaler le problème parce qu'une fois que la pandémie Covid sera terminée, il y en aura d'autres et on aura la même situation. Nous, en France, on a aujourd'hui plus de 7 millions d'obèses en France. C'est énorme, hein, et des gens de plus en plus jeunes. Donc, c'est la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a des obèses. Parce que si on n'avait pas d'obèses, eh bien, il y aurait eu beaucoup moins de morts du Covid. Merci beaucoup, professeur Vélo. On aurait envie de vous écouter encore des heures, mais votre temps est compté, on va devoir vous libérer. J'espère qu'on aura l'occasion d'autres échanges de cette hauteur-là. C'est vraiment une chance énorme de pouvoir à ce point sortir de l'intoxication qu'on reçoit tous les jours et réfléchir. On est très heureux de vous compter maintenant parmi les membres de notre communauté parce que c'est comme ça qu'on vous considère dorénavant. Merci infiniment, merci à vous et bon courage à vous toutes et vous tous. Prenez soin de vous et puis prenons soin des enfants. On va essayer. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.